Et tu t'es peut-être déjà demandé qu'est-ce que le strabisme, où est-ce qu'on peut attraper un strabisme, où est-ce qu'un strabisme se corrige. Pour toutes ces questions, Ophtalmique a décidé de t'emmener ici à Strasbourg au niveau du nouvel hôpital civil et on va rencontrer le professeur Arnaud Sauer. C'est parti, suivez-moi. On y va, on est arrivé à son bureau. Le bureau, venez avec moi, du docteur Sauer, qui est strabologue. On y va. Bonjour professeur. Bonjour Sam. Vous allez bien? Ça va? Merci encore de nous recevoir. Avec plaisir. Première question, que tout le monde soit d'accord avec la définition, c'est quoi exactement un strabisme? Alors le strabisme défini de manière toute simple, c'est quand un patient louche. Donc strabisme c'est le terme médical qu'on a mis par rapport à ça. Et donc le strabisme, il y en a deux types qu'on rencontre traditionnellement. C'est le strabisme en dedans, les deux yeux se croisent comme ça vers l'avant. Strabisme convergent, le patient regarde son nez. Ou alors le patient regarde une oreille, strabisme divergent. Globalement, est-ce qu'il y a beaucoup de strabisme en France ou en Europe? Alors c'est 1 à 3% des patients dans toutes les études au niveau mondial, que ce soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis, on a cette incidence qui est depuis les années 50 de 1 à 3%. Est-ce qu'il existe un strabisme qui doit se détecter, c'est-à-dire qui ne se voit pas, mais en fait l'œil fort c'est un strabisme? Alors oui, il y en a deux types en fait. Il y a ce qu'on appelle le microstrabisme, c'est des patients qui ont une déviation qui n'est pas visible à l'œil nu, mais les deux yeux ne sont pas parfaitement alignés et ça crée cette perte de la vision dans l'espace, du fonctionnement des deux yeux ensemble. Et puis le deuxième strabisme qu'on a, comme ça qu'on ne voit pas spontanément, c'est ce qu'on appelle les strabismes intermittents, c'est-à-dire que le patient il est bien 90% de la journée, et puis le soir à la fatigue par exemple, boum, un œil qui part petit à petit. Donc ces strabismes intermittents, eux, c'est les plus fréquents. Est-ce qu'on peut attraper un strabisme? C'est-à-dire qu'on n'a pas de strabisme, et puis le temps faisant... Alors on l'attrape pas vraiment, mais on a une faiblesse du lien entre les deux yeux, et cette faiblesse, avec le temps, va se manifester de plus en plus. Et typiquement, c'est des patients hypermétropes, donc qui auraient besoin de lunettes, et à force de forcer sur les yeux, ça induit une convergence, et donc un strabisme convergent. Et très souvent, ça apparaît effectivement entre l'âge de 3 et 6 ans. C'est quoi les conséquences du strabisme dans la vie de tous les jours? Bon, ça se voit, ça peut être gênant, mais quelles conséquences? Cette conséquence, c'est effectivement ça se voit, c'est très gênant. Les demandes des patients, que ce soit les enfants ou les adultes, sont assez élevées sur ce sujet-là. Par exemple, les enfants avec un strabisme, on sait qu'ils sont moins invités aux anniversaires que les autres enfants. Et sont perçus comme différents, bizarres parmi les collègues dans la cour de récréation. Et chez l'adulte, il y a des études qui ont montré que le taux de recrutement chez les patients strabiques est beaucoup inférieur aux patients qui n'ont pas de strabisme. Donc ils ont fait des études avec des patients avec des balafres sur la joue, en photoshopant les images. Le patient avec un strabisme était perçu comme moins compétent, moins apte à la tâche et donc moins recruté. Et après, on a toutes les conséquences liées à la faiblesse du lien entre les deux yeux. Un patient avec un strabisme, il n'a pas une perception normale de la distance du relief. Typiquement, quand il veut percevoir de la distance, il ne pourra pas, parce que comme ses deux yeux ne sont pas alignés sur la cible, cette profondeur ne sera pas perçue. Typiquement, vous pouvez faire un petit test. Vous prenez vos deux doigts et avec les deux yeux ouverts, vous les mettez l'un sur l'autre sans le moins de difficulté. Si vous fermez un œil, vous allez, en vous éloignant un petit peu, vous allez tâtonner. Vous voyez, vous n'êtes pas pile poil au bon endroit. Le strabique, il vit ça tous les jours. Comme les deux yeux ne sont pas alignés sur la cible, c'est comme s'il fonctionnait avec un seul œil. Donc voilà, cette perception du relief qui est altérée. Et puis la perception du champ visuel, puisque vous avez deux images, le cerveau pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'il fait? Il en supprime une des deux. Et donc les patients perçoivent moins de champ visuel, moins de distance. Alors ça se ressent par exemple sur la conduite automobile. Un patient avec un strabisme a des réflexes par rapport à des cibles qu'on aurait fait sur simulateur largement ralentis par rapport à un patient qui n'a pas de strabisme. Donc c'est vraiment des retentissements importants. Et puis la qualité de vision est moins bonne aussi. Il y a une fatigabilité plus importante et les patients avec un strabisme, notamment les strabismes intermittents dont on parlait avant, les patients qui sont beaucoup sur écran, en fin de journée, ils vont avoir plus de difficultés à maintenir leur œil et vont parfois se retrouver à devoir fermer un œil pour compenser ça. Pour ceux qui s'inquiètent, évacuons cette question, est-ce que le strabisme se transmet de génération en génération? Alors peu, mais il y a quand même effectivement des familles de strabiques. On sait qu'il y a quand même quelques familles où on a les parents, l'oncle, la tante qui avaient un strabisme, et on sait que l'incidence est un peu plus importante, mais c'est pas une transmission génétique au sens propre. On n'a pas encore découvert de gènes spécifiques. C'est souvent des familles où il y a beaucoup d'hypermétropes ou des choses plutôt de ce type-là qu'on va avoir et qui vont avoir effectivement un peu plus de strabisme. Donc on peut te rassurer quand même, c'est pas une obligation quoi. Non, très bien. Non. Okay. Ça augmente un tout petit peu le risque, mais c'est pas parce que vous avez un strabisme que votre enfant aura forcément un strabisme. Pour ceux qui sont concernés par cela, quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont proposées pour corriger
le strabisme? Alors la solution la plus simple qui doit être faite chez tout patient, parce qu'elle marche relativement bien, c'est les lunettes. D'accord. Et c'est les lunettes qui corrigent l'ensemble du défaut réfractif. Et avec ça, on a déjà un bon nombre de patients qui sont corrigés, qui ne louchent plus quand ils portent leurs lunettes. Lunettes, mais ça peut très bien être des lentilles de contact ou de la chirurgie réfractive plus tard. Dernière solution qui est fréquemment utilisée, c'est la chirurgie. Quand une fois qu'on a porté les lunettes, fait de la rééducation pour avoir la même vision des deux côtés, qui persiste un strabisme, à ce moment-là, on peut proposer une chirurgie sur les muscles autour de l'œil. Vous avez parlé d'intervention chirurgicale au niveau des muscles. Comment ça se passe exactement? Et peut-être grâce à l'objet qui est ici, on pourrait avoir une explication. Je vais vous montrer ça. Génial. Alors, effectivement, un œil, il a 6 muscles oculomoteurs, donc qui permettent de le déplacer dans toutes les directions de l'espace. 4 muscles qu'on appelle des droits, donc un droit supérieur, un droit médial, un droit latéral et un droit inférieur. Et puis 2 muscles obliques qui permettent de faire un petit peu de rotation et de regarder dans certains angles. En pratique, quand vous avez un strabisme, vous avez l'œil ici et celui qui est dévié là, il regarde comme ça. Donc ce muscle ici tire trop fort. D'accord. Et celui-là, pas assez fort. Pas assez fort. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Comme un élastique qui est détendu, ce muscle ici qui tire trop fort, on peut le détendre un petit peu et puis le reculer en fait sur l'œil. Et celui-là qui tire pas assez fort, on peut se dire allez, on va lui redonner un petit coup de boost, on va le plier d'une certaine distance pour que il tire plus fort et que l'œil, au lieu d'être comme ça, il va se redresser grâce à la tension qu'on a modifiée sur les muscles. Alors c'est très bien, les résultats sont excellents, mais il y a quand même quelques patients qui dans le temps vont rechuter. C'est pas la majorité, c'est même une grande minorité, mais comme des élastiques, les muscles oculomoteurs peuvent se détendre un petit peu avec le temps. Quels professionnels de la vue doivent-ils aller voir en premier? Je suppose l'ophtalmologiste, mais... Alors effectivement, c'est une chaîne, le strabisme. Alors très souvent, la détection est faite par le patient lui-même, bien évidemment. Il va en parler quand c'est les enfants au pédiatre ou au médecin traitant. Et le premier recours reste l'ophtalmologiste qui va pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas de troubles qui soient révélateurs de ce strabisme, d'autres maladies de l'œil qui pourraient être responsables de ce strabisme-là. Parce que quand on voit moins bien, ça peut aussi générer un strabisme, puisque la vue va permettre d'orienter bien l'œil sur les cibles. Si vous avez un œil qui voit moins bien, il sera peut-être moins bien orienté sur la cible. Deuxième étape, une fois que le bilan ophtalmologique est fait, qu'on a enlevé les pathologies de l'œil, on peut avoir recours à un orthoptiste qui va permettre de faire les mesures de la déviation. Et puis la classification du strabisme va nous être donnée par le bilan orthoptique. On va avoir la notion est-ce que les deux yeux sont capables de fonctionner ensemble ou pas et à quel niveau ils fonctionnent ensemble. Et puis, dernier élément de la chaîne, ça va être l'opticien qui va devoir adapter la correction optique. Donc l'ophtalmologiste va faire la bonne prescription de lunettes avec ce qu'on expliquait précédemment, des bonnes lunettes avec la correction optique totale, les gouttes avant et la mesure, et donc l'opticien va pouvoir réaliser les verres qui vont permettre de soulager totalement l'accommodation du patient et de mettre à plat ce strabisme dans beaucoup de situations. Professeur Sauer, un grand merci. Merci Sam. Ophthalmique, votre partenaire pour la vue.